Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. On s'est dit qu'on se donnait encore 5-10 minutes, le temps que tout le monde puisse arriver, s'installer à son bureau, etc. Alors je propose qu'on commence tout doucement. Donc tout d'abord, merci à tout le monde d'être présent ce matin. On va avoir donc une masterclass, donc un temps de décryptage sur les sujets des indicateurs de richesse et donc les limites donc, du PIB. Et pour ça, donc, on a 3 personnes, 3 intervenantes qui nous feront le plaisir de se rendre disponibles. Donc Sylvie Bugari de Pontual pour le CCFD, Eva Sass, députée et autrice de la loi de 2015, Fiona Ottaviani, économiste depuis maintenant 15 ans,
10-15 ans, sur le sujet, donc experte sur ce sujet-là des indicateurs de richesse, qui a travaillé aussi pour beaucoup de territoires et entre autres sur le territoire alpin grenoblois. Et pour animer donc cette masterclass, Noé Kirsch, qui est rédacteur de la revue Projet et doctorant au CERAS. Noé, je te laisse là. Merci Timothée. Bonjour à tous. Alors, oui, voilà, moi je suis doctorant au CERAS, et donc le CERAS, c'est le Centre de recherche et d'action sociale, qui est en fait une association qui a pour vocation de faire le lien entre le milieu académique et le milieu associatif, et qui publie notamment la revue Projet, avec laquelle je suis amené à travailler. Et donc la revue Projet, on a en fait publié un numéro dernièrement en partenariat notamment avec le CCFD Terre Solidaire, autour des nouveaux indicateurs de richesse. Donc c'est un numéro qui fait en grande partie suite au Forum du bien vivre qui a été organisé en 2022 par le CCFD, la métropole de Grenoble, la ville de Grenoble, la chaire de paix économique de l'école de management de Grenoble, et d'autres associations comme le FAIRE, et des partenaires locaux. Et en fait, les raisons de l'intérêt de la revue Projet pour ce thème, elles sont donc classiques. C'est l'impasse écologique et sociale à laquelle nous mène le PIB, et également l'idée que des initiatives et des alternatives existent, et que donc on pourrait s'intéresser à ces alternatives et notamment à ces nouveaux indicateurs, notamment en se demandant comment ces nouveaux indicateurs se déclinent à l'échelle d'une ville, d'une capitale, d'une région, enfin d'un territoire, ou également comment la multiplication en fait de ces alternatives peut poser problème, ou en tout cas peut questionner pour éviter une juxtaposition qui pourrait être contre-productive de ces indicateurs. Donc le dossier qui est, que je vous montre ici à l'écran pour ceux qui peuvent voir, c'est pas le premier que nous avons fait sur le thème. Il y en a eu un en 2012 et en 2018, et on va avoir encore quelques articles dans le prochain numéro sur ce sujet, en juin 2023. Donc l'ambition pour nous, c'était de montrer que construire des indicateurs, c'est pas seulement une question technique, c'est aussi un choix de société. Et donc, on a voulu prendre, en tout cas pour la revue, des cas d'expérimentation, et adopter une tonalité un peu positive pour faire de notre dossier un espace de capitalisation et de communication sur la base aussi de ce qui s'était dit au Forum pour le bien vivre. Donc, c'est un numéro qui peut être un potentiel outil, notamment de formation, pour le plaidoyer, dans la droite ligne du CERAS et de sa devise, entre guillemets, comprendre pour agir. Alors, aujourd'hui, on va faire ça va se dérouler en deux temps. Il y aura une présentation donc, par trois intervenantes que Timothée a présentées. Alors, j'avais prévu également une présentation, je ne sais pas si peut-être qu'on avance, mais il y aurait une présentation et puis un temps de questions à la fin. Donc, Sylvie Bucari de Pontual, donc, qui est présidente du CCFD, qui est également juriste, enseignante et spécialiste de solidarité internationale, abordera plutôt un angle international sur cette question des nouveaux indicateurs. Ensuite, Eva Sass, qui est députée Europe Écologie Les Verts dans la 8e circonscription de Paris, abordera un angle plus national, savoir qu'elle est l'auteur d'une loi qui porte son nom, qui a été adoptée en 2015 et qui vise à l'intégration des nouveaux indicateurs de richesse dans les politiques publiques, et qu'elle est également aujourd'hui membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale et porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée également. Et dans un troisième temps, Fiona Ottaviani abordera la question, cette fois d'un point de vue plus territorial. Et donc Fiona Ottaviani, elle est pardon, est docteur en économie et professeure. Elle est spécialiste des questions de transition et de paix économique, et elle interviendra aujourd'hui à la fois en tant que chercheuse, mais également en tant que membre du collectif d'acteurs qui ont contribué notamment au processus de recherche-action sur les indicateurs de bien-être soutenable et territorialisé, ce qu'on appelle l'AIBEST à Grenoble. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Madame Sylvie Bucari de Pontual. Donc
présidente du CCFD Terre Solidaire. Merci beaucoup, Noé. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être je vais être une des voix, des multiples voix de la société civile ce matin. Pour mémoire, le CCFD Terre Solidaire est une ONG de solidarité internationale et de développement qui a été créée il y a plus de 60 ans et qui agit dans 70 pays sur 3 continents, on pourrait presque dire 4, si on considère que le Moyen-Orient en forme, au moins du point de vue géopolitique, à lui tout seul, Afrique, Asie et Amérique latine, avec un objectif principal, agir contre la pauvreté en s'attaquant à ses racines structurelles et en travaillant au respect des droits humains. Comment? En nouant une relation partenariale de long terme avec des organisations, des sociétés civiles des pays du Sud qui travaillent au plus près des populations les plus vulnérables et avec ces populations. Nous avons 2 champs d'action transversales que sont la justice climatique d'un côté et l'égalité entre hommes et femmes de l'autre. Et puis 4 axes thématiques prioritaires: la souveraineté alimentaire et l'agroécologie, les migrations, la paix et le vivre ensemble, et un dernier champ, celui qui nous intéresse plus particulièrement ce matin, qui est au fond la justice économique. Alors pourquoi une organisation non gouvernementale comme la nôtre, qui est centrée sur l'action à l'international, s'est intéressée à d'autres indicateurs que le produit intérieur brut? Eh bien, tout simplement parce que pour nous, faire émerger un système économique qui permet de réencastrer les activités économiques dans les limites planétaires, qui permet également de réduire drastiquement les inégalités, eh bien, cet effort de faire émerger un tel système économique et donc un changement au fond de paradigme, ça passe par l'utilisation plus systémique de référentiels qui ne sont pas uniquement basés sur la recherche de profit à court terme et sur la seule croissance économique que reflète le produit intérieur brut. En effet, pour nous, ce produit intérieur brut n'est pas ou n'est plus associé au progrès social. Il invisibilise au fond les projets, les enjeux environnementaux et en quelque sorte, il ne permet pas d'envisager ou de définir d'autres richesses parmi lesquelles nous avons identifié avec les différents alliés qui ont été mentionnés en introduction, ce que nous appelons le bien vivre et que les latino-américains qui l'ont fait émerger appellent le buen vivir. Et c'est la raison pour laquelle le CCFD Terre Solidaire, d'abord sur un plan local dans la région Rhône-Alpes et notamment avec la ville de Grenoble et la métropole de Grenoble, ont essayé de mettre en place de tels indicateurs alternatifs. Et puis ensuite, le CCFD Terre Solidaire l'a étendu au plan national et a continué à travailler cette dynamique avec ses partenaires à travers le monde. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est dans cette perspective que nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure des années, puisque c'est une dynamique qui est maintenant plus ancienne d'au moins 10 ans, que nous nous sommes aperçus que cela supposait en fait la participation citoyenne, c'est-à-dire l'implication au fond des populations locales et l'implication aussi des différents types d'acteurs sur un même territoire. Cela veut dire faciliter et même favoriser, autant que faire se peut, des espaces qui permettent la pluridisciplinarité, qui permettent aussi d'avoir des dimensions multiples afin d'offrir un maximum d'espace pour les échanges et la construction de ces indicateurs alternatifs.
Et un autre défi s'est présenté à nous dans ce travail commun, c'est le besoin, la nécessité d'encourager les élus, nos élus politiques, à penser autrement, à les soutenir dans ces dynamiques. Et j'imagine que Eva Sas pourra largement nous en parler. Dans cette dynamique-là, le fruit, au fond, de notre travail, et tout à l'heure Fiona l'évoquera sur le plan local ou national, je voudrais, moi, donner quelques exemples de ces indicateurs alternatifs qui ont émergé. Alors, ce n'est pas une revue exhaustive, parce qu'à l'heure actuelle, on peut identifier une bonne douzaine d'indicateurs alternatifs, sinon en réalité beaucoup plus à travers le monde. J'en relèverai 4, notamment le premier d'entre eux, en tout cas celui qui a attiré notre attention lors d'une mission commune il y a un certain nombre d'années, qui est le bonheur national brut, qui avait été lancé au Bhoutan en 1980 et promu 20 ans plus tard par l'ONU, et qui, au fond, essaie de corriger les limites du tout croissance en apportant ou en attirant l'attention sur des indicateurs de richesse humaine et non plus strictement économique, et des pratiques d'intelligence socio-émotionnelle et d'intelligence collective. Un deuxième indicateur alternatif qui est très intéressant et qui est d'autant plus intéressant qu'il est aujourd'hui expérimenté dans un certain nombre de villes européennes, notamment à Genève, Bruxelles ou Amsterdam, c'est le Do Not, qui a été proposé par l'économiste anglaise Kate Raworth et qui remplace au fond l'objectif général de croissance par ce qu'elle appelle un objectif de prospérité équilibré. Et ici, on va se situer entre un plancher social et un plafond écologique, c'est-à-dire qu'on enserre l'indicateur dans deux limites entre lesquelles nous allons définir ce qui constitue notre bien-être à partir de toute une série de critères articulant et le social et le défi écologique. Un troisième indicateur intéressant est l'indicateur panier qui a été développé au Québec et qui cette fois-ci va prendre en compte la répartition équitable des ressources et la couverture des besoins de base des habitants d'un même pays. Et enfin, je le mentionnerai, il a été évoqué en introduction et Fiona Ottaviani le développera bien plus que je ne le ferai tout à l'heure, mais il est extrêmement intéressant puisqu'il est largement expérimenté par la métropole de Grenoble, c'est l'IBEST, c'est-à-dire l'indicateur de bien-être soutenable et territorialisé, qui va prendre en compte un certain nombre de points aveugles et de richesses non monétaires, notamment la sociabilité ou encore la santé ou l'affirmation de soi et de multiples autres facteurs. Donc, on voit bien que devant cette diversité d'indicateurs, un facteur important entre en compte, c'est au fond que ces indicateurs alternatifs de richesse qui sont ainsi constitués sont le produit d'un territoire, du travail croisé entre des populations au service duquel ces indicateurs sont élaborés, les élus de ces territoires et un certain nombre d'acteurs comme des universitaires, comme les différentes collectivités territoriales, voire des acteurs économiques également, et puis les différentes composantes des institutions composant la société civile sur ce même territoire. Je voudrais donc du coup évoquer quelques exemples à l'international. D'autres exemples sur le plan national et local vous seront donnés tout à l'heure, mais
devant cette dynamique de recherche, de réflexion, d'échange que nous avons depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons fortement encouragé et nous nous sommes enrichis du travail que menaient nos partenaires sur les différents continents et en utilisant ou en construisant avec les collectivités territoriales sur les territoires desquels ils étaient, des indicatifs, ou en tout cas en repérant des critères permettant de construire ces indicateurs alternatifs intéressants. Je citerai 3 de nos partenaires, évidemment ce n'est pas du tout exhaustif. Un en Afrique du Sud, Earthfloors, qui s'occupe au fond de soutenir la résilience et la cohésion des communautés en Afrique du Sud et au Zimbabwe, et qui se concentre sur 2 aspects, l'harmonie avec la nature et l'harmonie de l'être humain avec lui-même. Un deuxième exemple, c'est la Fédération écuménique de Cuyo, la FEC en Argentine, qui travaille à l'intégration sociale et va s'intéresser aux contributions, à la valeur ajoutée des mouvements sociaux sur un même territoire, des efforts qui sont fournis pour développer des processus démocratiques et va également mesurer les avancées en matière économique et sociale. Troisième exemple, toujours dans la même région d'Amérique latine, mais cette fois-ci en Colombie, une organisation qui défend les droits des peuples autochtones, l'Organisation nationale indigène de Colombie, l'ONIC, qui, elle, va s'appuyer sur le buen vivir, le bien vivre, qu'elle va définir de 2 manières. D'une part, en accentuant son focus sur une vision communautaire, une vision collective, et non pas un prisme individuel. Donc, quel va être le bien pour la communauté d'abord, et d'autre part, sur la relation entre la nature et l'homme, en essayant de mesurer le degré d'harmonie dans cette relation entre la nature et l'homme. Quelques exemples parmi beaucoup d'autres qui montrent encore qu'il y a une très grande diversité de ces indicateurs alternatifs. Et c'est donc la raison pour laquelle, et ce sera ma conclusion, le CCFD Terre Solidaire s'efforce maintenant depuis un certain nombre d'années de promouvoir et de rendre visibles ces différentes initiatives à la fois de conception d'indicateurs alternatifs, mais aussi d'expérimentation de ces indicateurs, aussi bien au plan local, régional ou international, donc en France ou à l'étranger. Et il y a notamment un certain nombre de ces dynamiques de réflexion, de conception ou d'expérimentation qui sont mises à disposition sur le site Cap Bien Vivre, capbienvivre en un seul mot.org sur le web, qui est un centre de ressources numériques à disposition de tous. La diversité de ces alternatives, au fond, et leur ancrage dans des systèmes, des écosystèmes très différents, impliquant une multiplicité d'acteurs, nous amène à penser qu'aujourd'hui, il y a un véritable défi de rendre au moins certains d'entre eux systémiques, c'est-à-dire qu'il y a un défi de changement d'échelle qui est devant nous pour pouvoir transformer en profondeur les activités économiques et sociales dans un certain nombre de pays, sinon tous les pays à l'heure actuelle, dans la mesure où le PIB est, lui, vraiment basé sur une vision court-termiste et avec une absence de prise en compte des limites planétaires. Et du coup, finalement repasserai la parole à Eva Sass et Fiona, parce que il me semble que le défi majeur aujourd'hui, c'est comment arriver à mettre en place des cadres normatifs à partir de ces indicateurs alternatifs
comment mettre en place des règlements à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle internationale de l'ONU, car au fond, ces indicateurs sont des boussoles pour guider les choix politiques. Merci. Merci beaucoup, Sylvie Bucari de Ponctuel. Je passe maintenant la parole à Madame Eva Sass, qui abordera un aspect un peu plus national de la question. Oui, bonjour à tous. Merci Noé. C'était l'idée de cette intervention-là, c'est de rappeler un petit peu la loi de 2015 et ce qui s'est passé au niveau national, ce qui s'est passé surtout depuis, pour voir qu'effectivement, il y a eu des tentatives, et un peu plus que des tentatives, d'installer des nouveaux indicateurs de richesse au niveau national. En 2015, la réflexion était partie des mêmes constats qui ont été exposés jusqu'ici, c'est-à-dire une critique du PIB qui est aveugle à la destruction du capital naturel, qui est aussi aveugle aux inégalités à l'intérieur de la société, et donc la nécessité de finalement replacer nos véritables objectifs de politique publique au centre, avec des indicateurs de qualité de vie et de développement durable. On a donc initié une proposition de loi qui a été adoptée, à l'unanimité d'ailleurs, il faut le dire, et qui disait deux choses. D'une part, que le gouvernement devait remettre annuellement un rapport sur des indicateurs de qualité de vie et de développement durable, et qu'il devait surtout, ce qui me paraît le plus important, analyser ces réformes passées et à venir au regard de ces indicateurs. Donc, l'ambition était quand même d'en faire un outil de pilotage pour saisir que le gouvernement analyse à chaque fois l'impact que ces réformes avaient, que ces lois avaient sur, en l'occurrence, l'empreinte carbone, les inégalités de revenus, pour avoir une vision différente et sortir de cette omniprésence du PIB qui reste l'indicateur majeur. Donc, la loi est adoptée à l'unanimité. On met en place un comité de consensus qui est animé par France Stratégie et le CESE, parce que nous n'avions pas voulu définir les indicateurs au sein de la loi, mais nous pensions que ça devait revenir à la société civile et que justement, ça devait dépasser en fait les clivages aussi politiciens et partisans. Donc, un comité de consensus est animé qui réunit des ONG, les partenaires sociaux et des personnalités qualifiées comme Éloi Laurent, par exemple, à l'époque, et qui définit, après beaucoup de discussions, 10 indicateurs qui reprennent les 4 grands domaines. En fait, à chaque fois qu'on parle des nouveaux indicateurs de richesse, il y a un peu 4 grands domaines qui reviennent: la santé, l'éducation, l'environnement et les inégalités de revenus. Je simplifie un peu, mais c'est quand même les 4 grands domaines qui reviennent un peu systématiquement. Et donc, est établi un tableau de bord. Je vais vous donner quelques exemples. Pour la santé, par exemple, on décide de suivre l'espérance de vie en bonne santé. Pour l'éducation, le taux de décrochage scolaire. Pour l'environnement, l'empreinte carbone et le taux d'artificialisation des sols. Et puis, sur les inégalités de revenus, le rapport entre les 20% les plus aisés et les 20% les plus pauvres. Et aussi le taux de pauvreté en conditions de vie, qui me paraissait aussi un élément intéressant, c'est-à-dire en quelque sorte la pauvreté réelle, la capacité à pouvoir accéder à certains biens. Et cet indicateur-là fait partie du tableau de bord. Aux côtés d'indicateurs économiques classiques, comme par exemple le taux d'emploi. Ce qu'on avait voulu au travers de ces indicateurs, de ce choix d'indicateurs, c'est, comme vous le voyez, on avait choisi des indicateurs sous forme d'un tableau de bord et non pas d'un indice synthétique. La raison pour laquelle nous avions fait ce choix, c'est pour avoir une lisibilité par l'opinion publique. Tout le monde sait, tout le monde voit ce que c'est que les inégalités de revenus, tout le monde voit ce que c'est que le taux de décrochage scolaire ou l'empreinte carbone. C'est plus difficile
pour un indice synthétique. Parce que nous, on avait vraiment l'objectif que l'opinion publique s'empare de ces nouveaux indicateurs, qu'elle juge quelque part l'action d'un gouvernement à l'aune de ces indicateurs, qu'on puisse à la fin d'un mandat dire le gouvernement a échoué à réduire l'empreinte carbone, mais il a réussi à diminuer le taux de décrochage scolaire, par exemple. Que ça puisse vraiment devenir un guide de l'action publique et un peu un juge de paix sur cette action publique. Donc, on avait un objectif de lisibilité, on avait aussi un objectif de comparabilité internationale. C'est pour ça que l'essentiel de ces indicateurs sont des indicateurs Eurostat qui permettent donc de classer la France par rapport aux autres pays européens sur la base de ces indicateurs. Parce que là aussi, c'était aussi un moteur quand on sait que quand on peut se classer, être dernier de la classe ou premier de la classe sur un indicateur, eh bien, c'est aussi une juge de paix sur l'action politique, en l'occurrence. Donc, on avait cherché cette comparabilité internationale. Le rapport a été publié pendant 3 ans. Le dernier rapport c'était le rapport 2018 qui est paru début 2019. On avait quand même estimé à cette époque-là qu'il y aurait eu besoin quand même de faire évoluer la loi. Parce que ce dont on s'est aperçu, c'est que les rapports manquaient d'indépendance et se transformaient un peu parfois en promotion de l'action gouvernementale au travers de ces indicateurs. Donc, ça, c'était une des limites de la mise en application de cette loi. L'autre limite, elle est factuelle et statistique, c'est que l'outil statistique n'est pas encore en mesure de publier avec une actualité régulière des indicateurs comme l'empreinte carbone ou les inégalités de revenus, ce qui fait qu'il y a un gros décalage entre la publication d'indicateurs et sa réalité. Ce qui fait que on a parfois 1 an ou 2 ans de décalage, alors que le PIB sort tous les trimestres, et avec en direct en quelque sorte. Donc, ce décalage-là, malheureusement, fait perdre de la pertinence aux indicateurs, en tout cas pour challenger le PIB, qui, lui, a a une actualité très suivie, très récurrente, et qui permet d'analyser en direct, en quelque sorte, l'action d'un gouvernement. Donc, il y a encore des efforts à faire là-dessus, même si ça progresse quand même, on s'en rend compte. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, je l'ai dit, le rapport est paru pendant 3 ans, puis a été abandonné. Par contre, les indicateurs ont continué à être suivis et sont publiés tous les ans par l'INSEE. Donc, le tableau de bord existe et publié à peu près tous les ans en décembre. Ce qui m'amène à la réflexion suivante, c'est que ce que j'observe maintenant que je suis aussi redevenue députée et que je suis en échange, ma foi, régulier avec le gouvernement, c'est que si le rapport a été abandonné, c'est un signe, à mon avis quand même, d'un retour à une vision assez malheureusement classique de l'action publique, centrée autour des 3 grands indicateurs qui sont toujours utilisés. C'était vraiment le débat d'ailleurs d'hier dans l'hémicycle, le PIB, la dette, le chômage, en gros, c'est un peu autour de ça qu'est articulée en fait l'analyse du gouvernement. Et il y a quand même pour moi eu un recul, autant à l'époque, on a eu un effet, j'ai envie de dire, du rapport Sen-Stiglitz-Fitoussi quand même, qui avait changé un petit peu le regard des décideurs politiques sur la question des indicateurs, et on est malheureusement revenu un petit peu à une vision classique, j'ai envie de dire très XXe siècle, autour d'indicateurs économiques de court terme, pas très innovants, il faut le dire. Donc, c'est malheureusement un recul.
Néanmoins, ce qui s'est passé dans l'entre-deux, c'est qu'il y a quand même eu l'irruption de la question écologique qui a pris plus de place dans le débat public. Donc, le gouvernement se rend bien compte qu'il ne peut pas ignorer totalement cette question-là. Et ça s'est traduit pour les indicateurs avec la publication d'un budget vert. Et je pense que dans l'esprit du gouvernement, c'est finalement une alternative. En tout cas, ça répond à ce besoin d'élargir en tout cas les indicateurs. Le budget vert, si vous l'avez suivi, c'est l'analyse des dépenses de l'État pour savoir si elles sont favorables ou défavorables à l'environnement sur 6 axes environnementaux. Comme ça paraît évident, même ça l'est, c'est un outil pertinent, sauf que en l'État, il y a 90% des dépenses de l'État qui sont non cotées ou neutres, qui ne sont pas classées en favorable ou défavorable. Donc, en fait, l'analyse ne porte que sur 10% des dépenses de l'État. C'est donc extrêmement partiel. Et puis, par ailleurs, il n'y a pas d'impact carbone, par exemple, et c'est juste classé en favorable, défavorable. Il n'y a pas de chiffrage de l'impact. Donc, on est quand même très loin d'un outil qui pourrait être un outil de pilotage. Et je passe sur les petits biais qui peuvent exister dans tous les gouvernements, mais qu'on a observé, par exemple, lors de la publication du dernier budget vert, où a été écarté, par exemple, le bouclier tarifaire de l'analyse du budget vert, au prétexte que c'était un projet de loi de finances rectificatif. Je vous laisse juger de la pertinence de cet argument. Donc, qui n'a pas été analysé dans le budget vert. Et pour cause, parce que c'était 45 milliards d'euros consacrés à la consommation, au soutien de la consommation d'énergie fossile. Il n'était pas possible de le classer autrement que comme défavorable à l'environnement. Donc, on voit qu'en plus, il y a des petits arrangements avec la réalité qui ne permettent pas de faire du budget vert un outil de pilotage. Mais il ne faut pas en même temps jeter le bébé avec l'eau du vin. Si le budget vert était réalisé de façon beaucoup plus globale et beaucoup plus fine, ça serait un outil pertinent et complémentaire des nouveaux indicateurs de richesse. Donc, je pense que c'est une logique qu'il faut pousser, mais qui est très insuffisante en l'état actuel au niveau national, hein, parce qu'au niveau local, il y a des expériences beaucoup plus intéressantes. Je finis en disant que qu'est-ce que nous pouvons faire à l'heure actuelle? D'abord, nous interpellons régulièrement le gouvernement sur le fait qu'il faut qu'il applique la loi et qu'il publie ce rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse. On le fait au travers de tribunes, je l'ai fait encore hier dans l'hémicycle auprès de Gabriel Attal. Nous allons entamer des démarches un peu plus officielles au travers du Parlement, puisque le rapport doit être remis au Parlement. Je pense qu'il faut quand même mettre le gouvernement devant ses responsabilités, puisque la loi existe et elle doit être appliquée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à laquelle il faut réfléchir, puisque ces 10 nouveaux indicateurs de richesse sont publiés, et que nous avions constaté qu'il y avait finalement peu d'indépendance du rapport qui a été publié par le gouvernement, pourquoi ne pas publier un rapport, pour le coup, indépendant d'analyse de ces 10 nouveaux indicateurs de richesse en lieu et place du gouvernement qui, lui, ne fait pas son travail. Et dernière chose, je vais rejoindre ce qui a été dit précédemment par Sylvie. Il me semble qu'il serait vraiment important qu'il y ait des initiatives internationales parce que, comme vous l'avez vu dans les différents exemples qu'on vous a donnés, il y a finalement un foisonnement un petit peu d'indicateurs, d'expériences qui parfois sont abandonnés, comme on l'a vu avec les 10 nouveaux indicateurs de richesse. Mais je me souviens aussi que le gouvernement Cameron, par exemple, avait lancé la roue du bien-être, et ça avait aussi été abandonné par la suite. Donc, il y a moult initiatives, mais qui sont parfois, je ne dirais pas éphémères, parce que c'est quand même plusieurs années de travail qui sont faites à chaque fois, mais en tout cas qui ne sont pas pérennes. Et on sent vraiment, je pense, un besoin de rationalisation, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un choix quand même qui soit fait au niveau international sur un certain nombre d'indicateurs qui soient partagés par tous les pays. Et à mon avis, ça ne peut se faire qu'au niveau international.
On a cité l'ONU, moi je citerai aussi l'OCDE. Je pense qu'il peut y avoir aussi des initiatives. L'OCDE travaille déjà beaucoup sur cette initiative qui s'appelle Au-delà du PIB, mais sur une rationalisation et l'adoption d'un tableau de bord, j'ai envie de dire, international qui soit imposé ou en tout cas adopté par un grand nombre de pays et qui donnerait plus de force peut-être à l'initiative. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Je passe maintenant la parole à Fiona Ottaviani, donc, qui aborde un aspect un peu plus, enfin un point de vue un peu plus territorial. Merci beaucoup. Alors, je rejoins beaucoup d'éléments qui ont été dits. Merci beaucoup pour vos deux présentations. Mon enjeu, c'est effectivement de faire peut-être un zoom complémentaire sur ce qui a pu être conduit, on va dire, les 10 dernières années à l'échelle locale, sachant que, bien évidemment, il y a des enjeux qui sont communs. On est dans une crise systémique qui amène en fait à réinterroger les finalités collectives, à les interroger à différents niveaux et à se dire mais, comment on arrive à réviser nos systèmes socio-techniques et comment on arrive finalement à avoir un objectif en fait plus ambitieux, plus cohérent, plus enthousiasmant que simplement certains indicateurs socio-économiques assez frustres qu'on utilise aujourd'hui à l'échelle nationale, internationale ou à l'échelle locale. Donc, bien évidemment, à l'échelle locale, on n'utilise pas forcément le PIB, mais ça ne veut pas dire que les indicateurs qui vont être utilisés à ces échelles-là sont parfois très frustres ou très orientés vers un aspect de la politique publique tel que l'attractivité et vont faire fi de tout un tas de dimensions qui sont cruciales du point de vue de la qualité de vie des habitants et cruciales du point de vue de la crise environnementale dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, réviser finalement ces systèmes socio-techniques, compter ce qui compte, on l'a déjà un peu évoqué, mais il y a deux grands défis derrière. Et un défi notamment qui s'incarne très largement à l'échelle locale. D'abord un défi qui est un défi démocratique, puisque cette question en fait de qu'est-ce qui compte et comment on le prend en compte, c'est une question qui est éminemment politique, qui est chargée en termes de valeurs et qui ne peut pas être laissé simplement dans les mains des experts, même si bien évidemment les experts, chercheurs, etc., peuvent contribuer à accompagner les collectifs dans ces réflexions. Et puis, c'est aussi un défi pour prendre en compte les interdépendances. Et là, les interdépendances, elles sont multiples. Ce sont les interdépendances, bien évidemment, entre les enjeux sociaux et environnementaux. Ce sont des interdépendances entre, finalement, les pays du Sud, les pays du Nord, interdépendance entre les êtres humains, le vivant, ou ce que, par exemple, les peuples premiers appellent la terre-mère. Et c'est aussi des interdépendances interscalaires et territoriales qu'il s'agit ici de venir questionner et de venir outiller. Alors, ce qui peut sembler à la fois une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nombreux collectifs et de très nombreuses initiatives qui se sont saisies finalement de ces réflexions et qui n'en sont pas restés au stade de la réflexion et qui ont vraiment testé, expérimenté des choses de manière collective sur les territoires. Et donc, on bénéficie aujourd'hui quand même d'un retour d'expérience à la fois passé, mais aussi en cours, des démarches qui ont notamment été conduites sur les territoires. Alors là-dessus, pour donner un ordre d'idée, je pense qu'il y a quand même plus d'une centaine de démarches aujourd'hui qui existent, sachant que bien évidemment certaines se sont arrêtées, mais qu'on a quand même des démarches qui ont été pérennes dans le temps, certaines qui sont encore en cours. Rien que pour vous donner un ordre d'idée sur le donuts qu'a évoqué Sylvie en préambule, qui consiste à penser finalement ce qui va être la politique de territoire en regardant à la fois ce qui sont les limites planétaires et ce qui va être effectivement un plancher social et de dire, en fait, notre enjeu, c'est de vivre dans cet espace juste et sûr pour l'humanité qui est dans le centre du donut. Rien que sur le donut, on recense, et je ne suis pas sûre que ce soit exhaustif, plus d'une 34 initiatives qui ont cours aujourd'hui.
Donc, si je reviens un tout petit peu sur l'ambition du centre ressources Cap Bien Vivre qui a été porté par un collectif d'acteurs à la fois qui est bien implanté à Grenoble, mais qui va aussi au-delà. Donc, il y avait autour de la table le CCF des Terres Sanitaires, la chaire UNESCO pour une culture de paix économique de Grenoble École de Management dont je fais partie, la métropole grenobloise, la ville de Grenoble, le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, l'Université Grenoble-Alpes, et puis on a vraiment tout un réseau d'acteurs qui ont œuvré sur ces expérimentations qui sont alliés finalement de cette démarche. L'enjeu finalement de ce centre de ressources, c'était vraiment de dire, on voit bien que là, aujourd'hui, on a besoin de capitaliser, de valoriser, de partager les expériences qui existent pour que des acteurs à différents niveaux, que ce soit finalement des acteurs politiques publics, des entreprises, des associations, des citoyens et des citoyennes puissent effectivement se ressaisir de tout ce qu'on a réussi à développer ces 10-15 dernières années. Donc l'ambition ici, c'est vraiment d'inspirer, de mettre à disposition de tous, en quelque sorte, à la fois les bases de la réflexion, mais aussi quels sont les outils pour passer à l'action. Alors, de très nombreuses initiatives, notamment à l'échelle locale, je l'ai dit, à la fois à l'étranger, dans des pays à la fois qu'on peut dire du Nord, mais aussi des pays du Sud, par exemple le Cap-Vert ou des expériences en Malaisie, etc. Et des expériences aussi en Europe, en France. Si je mentionne juste quelques territoires en France, il y a eu une expérimentation en Bretagne, en Pays de la Loire, Hénin-Carvin, Grenoble, l'Île-de-France, la Gironde, le Nord-Pas-de-Calais. Donc, on a vraiment ici des retours assez riches sur ces expérimentations. Alors, ce qu'il faut dire à l'échelle locale, parce qu'on pourrait se dire, on est peut-être incapable de s'entendre sur l'objet du progrès social s'il y a tant d'initiatives, mais c'est qu'il y a un enjeu aussi à concevoir du sur-mesure. C'est-à-dire que la déclinaison d'enjeux qui, à mon sens, effectivement, devrait amener à des indicateurs pouvant être comparables à l'échelle internationale, va s'incarner spécifiquement à l'échelle locale. Et bien évidemment, par exemple, Grenoble, qui est un territoire de montagne, va devoir intégrer cette spécificité quand Marseille ne pourra pas avoir exactement les mêmes indicateurs et quand la question, par exemple, de l'acidification des eaux se déclinera pas de la même manière sur les deux territoires. Donc ici, on voit qu'il y a une nécessité finalement de répondre aux besoins spécifiques au territoire, que ce soit aux besoins des habitants, mais d'intégrer aussi la spécificité géographique en termes de ressources de ces territoires. Alors, qu'apportent en fait ces démarches? Parce qu'en fait, souvent, quand on parle de ces démarches-là, on souligne à très juste titre que ce sont des démarches de transformation collective, de changement social et de production finalement de nouvelles métriques. Mais on voit bien que l'enjeu, ce n'est pas simplement de produire de nouvelles métriques, l'enjeu, il est plus large, il est de transformer nos représentations, d'aller sur d'autres finalités collectives et puis aussi dans un contexte quand même de crise, de trouver un horizon commun désirable, mais on parle finalement de l'usage d'une manière qui peut-être parfois est un peu rapide au sens où on a du mal à se figurer finalement ce qui est aujourd'hui cette diversité des usages. Et dans l'imaginaire collectif, il y a des fois un peu cet imaginaire d'indicateur presse-bouton. On aurait un indicateur et ça transformerait directement les politiques publiques. Si on va vraiment sur cette question des usages, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans l'utilité que les territoires trouvent à finalement ces expérimentations, il y a 4 types d'usages clés qui se distinguent. Un usage pour alimenter des dynamiques d'acteurs autour du bien vivre, pour reposer finalement cette question de la convention sociopolitique et une démarche comme Spirale, par exemple, qui est une démarche ancienne pour interroger le bien-être, le mal-être dans les limites de la planète, qui était un complément de la démarche. C'est une démarche qui, par exemple, permet vraiment de mettre les acteurs en action sur les territoires pour dire à l'échelle de mon quartier, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le bien-vivre. Donc, il y a vraiment déjà toute cette ambition-là d'aller se ressaisir collectivement de la question du bien-vivre et de la question des inégalités, ce qui, en toile de fond, pose la fameuse question des boutanés avec le bonheur national brut, qui est qu'est-ce qui est assez? Et qu'on peut bien évidemment compléter avec la question de qu'est-ce qui est trop aussi.
Deuxième usage qui est essentiel, c'est un usage qu'on peut dire en termes d'observation ou de connaissance. C'est-à-dire que déjà, arriver à connaître ce qui se passe à différentes échelles, et notamment sur les territoires, c'est assez essentiel pour concevoir, designer des politiques publiques qui aient du sens, pour se dire c'est quoi véritablement notre situation aujourd'hui en termes de difficulté d'accès aux soins. Si je prends un indicateur qui fait partie, par exemple, des indicateurs de bien-être soutenable territorialisés, et pour designer les politiques publiques. Comment on pense, par exemple, la politique du logement demain. C'est essentiel aussi, finalement, de se dire comment on arrive, à travers ces indicateurs, à réarticuler des champs d'action. Et c'est là où cette nouvelle connaissance, elle est utile, notamment des données qui peuvent être combinées entre elles ou croisées, comme des données d'enquête, comme c'est le cas dans IBEST, pour se dire, est-ce que finalement, il y a des cercles vicieux, par exemple, pour les populations? Qu'est-ce qu'il en est finalement du cumul entre inégalité sociale et inégalité environnementale? Donc, on voit bien ici qu'il y a un enjeu de réintroduction de la transversalité finalement dans l'action publique, et donc ça peut permettre en quelque sorte faire sauter aussi ce qui sont des sortes de sillons de l'action publique, au sens où on a la politique du logement, la politique de la santé, etc. Troisième champ d'usage qui est aussi essentiel et qui rejoint un certain nombre d'éléments qui ont été mentionnés par Eva Sass, la question de l'évaluation. Comment on juge de la valeur d'une action collectivement, et comment on sait si on va ou pas dans la bonne direction. Aujourd'hui, dans ce champ-là aussi, on a finalement des pratiques et des indicateurs qui sont assez frustres et sur lesquels on a besoin en quelque sorte d'élargir la base informationnelle de jugement, c'est-à-dire de juger de l'action conduite, non pas simplement sur la base de quelques indicateurs monétaires, mais effectivement sur la base d'un spectre élargi d'indicateurs. Là-dessus, il y a eu, si je reprends le cas grenoblois, il y a eu tout un tas d'expérimentations pour se dire, voilà, comment l'IBEST, donc l'indicateur de bien-être soutenable territorialisé, peut permettre d'évaluer différemment la politique économique au regard du bien-être et de la soutenabilité, peut permettre finalement de juger ce qu'est de la rénovation urbaine et de l'effet sur les habitants, non pas uniquement au regard, par exemple, d'un indicateur du reste à vivre, qui était l'indicateur des commanditaires, mais au regard, finalement, de l'ensemble des effets qu'a eu ce programme de rénovation urbaine sur les habitants. Dernier champ d'usage, un champ de pilotage sur lequel on a aussi beaucoup de retours d'expérience. Vous voyez que vu la masse, finalement, de ce qui existe aujourd'hui, c'est difficile de rendre compte de tout, finalement, de tous les retours qu'on a et de tout ce qu'on peut faire de ces indicateurs, ce qui est quand même assez enthousiasmant. Du point de vue du champ de pilotage, bien évidemment, ça peut alimenter des démarches prospectives. C'est ce que Grenoble est en train de faire, par exemple, dans une démarche de Donuts, de dire c'est quoi la ville 2040 au regard finalement du Donuts. Ça peut alimenter des éléments de péréquation, d'arbitrage sur les territoires. C'est ce qu'avait fait la Wallonie. C'est également des choses qui ont été expérimentées en Nord-Pas-de-Calais avec l'indicateur de santé sociale. Et ça peut bien évidemment se permettre aussi de se fixer des objectifs communs, des objectifs qui soient à la fois réalistes et des objectifs qui soient des cibles, on va dire, un peu idéales. C'est de cette manière-là aujourd'hui que travaille aussi la métropole grenobloise autour du Donut, mais qu'a travaillé d'autres territoires comme Jacksonville, par exemple, aux États-Unis, sur ces questions. Donc, pour finir ici, ce qui me paraît important, c'est surtout de montrer que ces initiatives, finalement, elles sont plurielles, elles peuvent alimenter plusieurs champs d'action et, en quelque sorte, on a besoin d'un usage modulaire des outils. C'est-à-dire que certains outils développés vont très bien servir à mieux connaître le territoire, quand d'autres vont sans doute être plus adaptés à des questions de mise en comparaison, d'évaluation, ou à se projeter sur des enjeux prospectifs. C'est là où, pour moi, il n'y a pas finalement une bonne recette, un bon indicateur de bien vivre, mais on a une nécessité finalement de penser systématiquement la réadaptation de ces indicateurs sur les territoires et en quelque sorte à concevoir du sur-mesure plutôt que en quelque sorte une taille unique d'indicateurs. Donc,
pour dire un dernier mot, je pense qu'ici, je rejoins tout à fait la conclusion d'Eva Sass et de Sylvie Bucari, au sens où on voit bien qu'aujourd'hui, on a finalement les outils et on sait finalement déjà transformer tout un tas de champs d'action, mais qu'il y a une véritable montée à l'échelle qui est nécessaire pour finalement avoir une transformation qui soit systémique. Merci. Merci beaucoup. On va passer désormais à l'étape de questions-réponses. Alors, pour les questions, si possible, alors mettre un astérisque, dans le chat pour qu'on distribue la parole au fur et à mesure des questions. Et puis, si c'est possible pour chacun d'entre vous, peut-être d'allumer la webcam et puis de se présenter également. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Auquel cas, je vais peut-être commencer par me permettre d'en poser une. À toutes les trois, concernant notamment les difficultés, en fait, comment on peut articuler justement ces besoins un peu, on va dire, immédiats des individus avec des besoins un peu plus systémiques, et comment du coup ces arbitrages en fait sont faits sans briser un peu la possibilité d'un dialogue horizontal entre des savoirs, on peut dire experts, et puis les publics qui sont identifiés. Et est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas aussi, donc bien sûr, un enjeu démocratique, mais un enjeu aussi d'éducation populaire? Je sais que c'est un angle assez important du CCFD notamment, mais voilà. Alors, je ne sais pas laquelle de vous trois souhaite prendre la parole. Je peux apporter des premiers éléments. Et, si vous allez sur le centre de ressources Cap Bien Vivre, vous verrez qu'une des entrées, c'est effectivement des outils d'éducation populaire, au sens où il y a un vrai enjeu, enfin, il y a eu tout un outillage développé sur comment on peut faire participer autour de ces enjeux-là. Donc, il n'y a pas une seule méthode, j'en évoquais une tout à l'heure, qui est la méthode Spirale, hein, qui s'est développée sur plus de 200-300 territoires en Europe. On a aussi eu beaucoup d'expérimentation autour de l'approche des besoins, par exemple MaxNIF, qui a été très développé en Espagne ou en Finlande, etc., pour dire finalement, c'est quoi les stratégies de réponse aux besoins, comment aujourd'hui on répond aux besoins et comment on pourrait trouver d'autres stratégies de réponse aux besoins. Et c'est là où je vais reprendre vraiment ma casquette d'économie, c'est qu'il faut voir que aussi ces démarches-là, elles viennent vraiment bousculer un certain nombre de fondamentaux de l'économie, au sens où certains enjeux sont en quelque sorte aussi mal posés. Quand on assimile, par exemple, la question des besoins et des désirs, on va forcément se retrouver avec une équation impossible où les désirs et besoins étant illimités et les ressources étant, il n'est pas possible de conjuguer les deux. Mais si on prend un autre angle et qu'on se dit, finalement, les besoins, c'est quelque chose, par exemple, de partagé entre les personnes, c'est-à-dire j'ai un besoin de m'alimenter, vous aussi, on a un besoin de se soigner. Et par contre, la déclinaison, on voit bien que de ces besoins-là, elle va être spécifique à la culture, spécifique à une certaine période historique. Et ces stratégies, elles peuvent être plus ou moins pertinentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la montée en charge, par exemple, de l'obésité montre bien que des gens vont bien s'alimenter, mais pour autant vont avoir une alimentation qui, à terme, va pas permettre de répondre à un besoin essentiel qui est le besoin de santé. Donc, toute cette démarche, par exemple, autour de MaxNIF, c'était justement de se dire comment on identifie des stratégies de réponse qui sont aujourd'hui négatives pour aller vers des stratégies de réponse qui vont être beaucoup plus synergiques, c'est-à-dire quand je fais finalement telle politique agricole, quand je fais telle politique en termes d'alimentation, je vais permettre de répondre simultanément sur plusieurs plans, des plans peut-être relationnels, parce qu'on sait souvent que c'est convivial quand même, les repas, un plan de santé, un plan simplement d'alimentation. Et donc, l'enjeu, c'est justement de poser ça sur la table pour réfléchir collectivement aux directions dont on peut se doter.
C'est pour ça que j'ai un peu conclu sur un universalisme sur mesure, parce qu'on voit bien que si on rentre par cette entrée-là, on a quelque chose qui est déjà beaucoup moins violent, au sens où on voit bien qu'il y a quelque chose déjà de commun entre nous tous, qu'on peut venir réinterroger et qu'on ne va pas fixer dans le marbre de toute éternité. C'est-à-dire qu'on va devoir réviser, repenser au fil du temps ce qui peut être nos stratégies, ce qui peut être ce qui compte le plus à tel ou tel moment sur tel territoire. Donc, à mon sens, ici, il y a déjà de vrais outils. Sur Grenoble, on a conçu la démarche de manière très participative. Et je pense que dans ces démarches, ça rejoint ce qu'on a pu voir sur la Convention citoyenne à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, par exemple à Grenoble, où il y a eu des choses très ambitieuses aussi faites sur le sujet, où il y a un processus de transformation. Alors, du territoire, mais pas que. Il y a surtout un processus de transformation des personnes et du collectif qui fait que justement, on transforme collectivement aussi nos représentations, nos normes. C'est pour ça que je disais que, à mon sens, il y a bien évidemment à regarder les usages, et c'est assez essentiel, mais il y a aussi à largement regarder l'influence qu'ont ces démarches-là sur ce qu'on considère comme collectivement et individuellement désirable. Voilà, quelques premiers éléments. Je ne vais pas être un peu plus longue pour pouvoir laisser la main à Sylvie ou Eva. Merci beaucoup. Je compléterai à ce moment-là, Fiona. Je vais tout à fait dans le même sens. Je pense à des exemples dans des banlieues de Rennes ou de Lille, où au départ, les populations consultées ont exprimé de manière foisonnante leurs rêves, mais des rêves absolument impossibles. S'ils les avaient exprimés chacun de manière unilatérale, on aboutissait immédiatement dans le mur. Mais en s'écoutant mutuellement, ils ont pris conscience que ce qu'eux-mêmes venaient de formuler, mais en l'écoutant dans la bouche des autres, c'était tout simplement inapproprié et ne permettait pas, en fait, de construire de façon réaliste des politiques publiques. Et la dynamique collective croisée, on la voit sur du moyen terme, pas sur du court terme, avec peu à peu un processus de responsabilisation en fait des personnes. Il y a des processus qui sont aujourd'hui bien connus et analysés par les neurosciences d'intelligence collective qui font que le croisement aussi, Fiona l'a évoqué tout à l'heure, des non-sachants et des sachants, encore que la qualification de non-sachant, à mon avis, est erronée, parce que chacun est sachant dans un domaine, en réalité, mais peu importe, on voit se dégager, au fond, la prise de conscience aussi des limites des moyens de la collectivité publique, qu'elle soit territoriale ou que ce soit l'État qui soit en cause. Et donc, il y a un phénomène d'éducation, alors ce que nous, au CCFD Air Solidaire, on appelle d'éducation populaire, c'est-à-dire que les personnes, les populations consultées, en fait, s'éduquent progressivement et mutuellement. Et puisque j'ai la parole, je la garde quelques secondes parce que j'ai vu la question qui figure dans le chat. Comment peut-on faire le lien avec les objectifs du développement durable des Nations Unies? Il me semble, mais là je vous laisserai compléter, Eva et Fiona, il me semble qu'en fait ces indicateurs alternatifs sont des référentiels pour mesurer l'évolution de ces objectifs de développement durable, car quand on les regarde attentivement, on s'aperçoit que pour l'essentiel, ils vont rentrer dans les champs essentiels que ces indicateurs alternatifs vont mesurer, que ce soit la question environnementale, la question de l'éducation, de la santé, et par exemple la question de l'inégalité des revenus telle qu'elle avait été mentionnée tout à l'heure par Eva Sas. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Eva Sas donc, sur la question précédente et puis si vous souhaitez aussi traiter la question concernant les objectifs de développement durable.
Oui, rapidement, sur la question précédente. Alors, au niveau national, on n'a pas la chance de pouvoir faire des débats comme ça pour faire participer directement les gens, parce que malheureusement, la population est trop grande. Donc, mais par contre, moi, j'avais souhaité qu'il y ait un débat national sur le choix des indicateurs, parce que c'est vrai que c'est vraiment l'occasion de définir ce qu'on veut en tant que société. C'est extrêmement enrichissant. Ça a été fait très partiellement, malheureusement. Il y a eu juste une consultation en ligne. Mais je pense que pour le coup, c'est un peu une occasion manquée d'avoir un débat qui aurait pu permettre justement l'appropriation aussi par l'opinion publique de ces nouveaux indicateurs. Sur la question des ODD, moi, je vais être un petit peu sévère. Je trouve que les ODD ne sont pas du tout opérationnels. C'est une belle idée, voilà. J'observe que c'est extrêmement malléable et que beaucoup d'entreprises s'en saisissent parce qu'elles vont choisir tel ou tel indicateur qui va bien les arranger. Voilà. Et ensuite, c'est une question d'être pragmatique. Quand on a 17 secteurs et 169 cibles, je ne vois pas quelle est l'opérationnalité d'un outil de cette nature, personnellement. Après, sur les grands domaines, bien sûr, ça, comme vient de le dire Sylvie Bucari, de toute façon, ça se rejoint. C'est les mêmes objectifs et les mêmes grandes thématiques. Néanmoins, moi, je pense que pour un outil de pilotage, il faut quelque chose de beaucoup plus rationalisé et, comme je disais, lisible, comparable à l'échelle internationale, qui permettent d'avoir une évaluation dans l'idéal, un peu en temps réel, de son action. Donc, moi, je ne vois pas d'opérationnalité des ODD en tant que tel. Je ne vois pas comment ça peut être un outil de pilotage. Voilà. Je pense que déjà, sur les autres indicateurs, on a du chemin à faire. Mais à partir du moment où a été fait le choix d'avoir 169 cibles, je pense que déjà, ça rendait en fait les ODD inopérationnels. Je veux bien compléter sur ce volet-là, et ça me permettra de vraiment insister sur un point sur lequel je suis peut-être passée un peu vite pendant ma présentation, qui est, à mon sens, que les indicateurs en fait, de bien vivre visent vraiment à reconnecter des champs d'action qui sont pensés de manière découplée. Alors, ça peut sembler pas grand-chose dire ça, mais c'est quand même vraiment essentiel du point de vue de la politique publique, mais même de l'action des acteurs, même dans les entreprises, par exemple. Et c'est là où les ODD manquent un peu le coche, hein, puisque effectivement, c'est un agglomérat de tout un tas de dimensions et d'indicateurs qui, comme l'a montré toute une littérature assez riche qui existe maintenant sur ce sujet, sont carrément contradictoires entre eux. C'est-à-dire que si on prend, bien évidemment, on retrouve le produit intérieur brut et des objectifs très classiques du point de vue économique qui sont très largement antagonistes avec des objectifs environnementaux et sociaux, ce qui a permis un peu à chaque acteur, en quelque sorte, d'aller à la pêche de l'endroit où il pouvait enregistrer en quelque sorte des bonnes performances. Alors après, comme tout outil, je pense que ça produit à la fois des choses qui peuvent être de l'ordre du statu quo et il y a eu un risque de dérive vers le social washing ou greenwashing. Et il y a aussi des acteurs qui ont pu assez honnêtement, finalement, s'en ressaisir et remodifier l'outil dans une direction qui serait plus proche, finalement, on va dire, des briques de base et de la philosophie des approches autour des indicateurs du bien vivre. Notamment, on voit que dans certaines organisations, les ODD ont été retravaillés, redéclinés, repensés pour en faire quelque chose finalement qui, au bout du compte, ressemble plus trop aux ODD qu'on observe à l'échelle internationale. Notamment, si je refais un lien entre deux approches, les ODD sont quand même en préambule, ce que Kat Moorhoff avait proposé comme indicateur du centre du donut. C'est-à-dire que sur les seuils sociaux, c'était effectivement les ODD qui avaient été retenus, quand sur les limites planétaires, c'était les indicateurs du Stockholm Resilience Center qui produit effectivement des modélisations sur les 9 limites planétaires. Et on voit bien que dans les expériences qui s'en sont ressaisies, que ce soit Leeds, Amsterdam, Bruxelles, Genève, etc.,
c'est pas finalement les ODD qui ont été déclinés, mais c'est effectivement des champs pertinents qu'on retrouve de santé, d'éducation, etc., qui ont finalement qui sont venus peupler, on va dire, cet endroit-là du Donut. Merci. Alors, je vois qu'on n'a pas d'autres questions dans le chat. Timothée, peut-être que tu avais une question, il me semble. Timothée, oui. Ouais, tout à fait. Alors, c'était une question un peu d'articulation, on va dire, au niveau national et territorial. En gros, c'était un peu se dire qu'aujourd'hui, au niveau des territoires, il y a plein d'initiatives qui se mettent en place, qui sont plus ou moins récentes, qui sont plus ou moins avancées. Au niveau national aussi, donc il y a des réflexions qui se font. Et c'était savoir si aujourd'hui, il y avait un petit peu déjà une idée d'articulation entre l'échelon national et les échelons territoriaux en France, pour essayer que en fait, toute l'expérience qui soit acquise par les territoires, par toutes les initiatives qui sont prises, en fait, puissent être utilisées aussi à l'échelle nationale pour essayer de trouver une articulation, on va dire, pour le bon fonctionnement de tout ça et une bonne mise en musique, on va dire, des indicateurs qui peuvent être utilisés pour répondre aux besoins du territoire, mais aussi au niveau État. Et pour éviter de tomber, si on fait un peu le parallèle avec les problématiques qu'il y a pu avoir dernièrement sur les questions de rénovation énergétique, où en fait on avait des territoires qui étaient très avancés ou qui avaient plusieurs process, on va dire, de fonctionnement pour accompagner les habitants. Et au niveau État, en fait, il y a une décision qui a été prise qui a aussi un peu chamboulé en fait, le fonctionnement des territoires qui étaient déjà avancés là-dessus. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est déjà des choses qui sont un peu pensées? Est-ce qu'il y a des liens qui sont faits ou pas encore? Et est-ce que c'est envisagé? Moi, je peux dire un mot rapidement, peut-être. Moi, il me semble, c'est un peu ce que vous disiez dans la deuxième partie de votre question, je ne suis pas sûre que ce soit pertinent d'essayer justement de plaquer un raisonnement national au niveau local. Ça a été beaucoup dit, mais il faut adapter à chaque territoire. Et en l'occurrence, on m'a souvent posé la question de la déclinaison de ces indicateurs, soit au niveau des entreprises, on m'a parfois posé la question, soit au niveau des territoires. Et en fait, ça ne me semble pas pertinent parce que les indicateurs qu'on a choisis sont des indicateurs qui correspondent aussi au champ de politique publique nationale, l'éducation, la santé, qui sont moins pertinents pour les politiques locales. Ensuite, on a cherché des indicateurs qui étaient évolutifs et sensibles dans le temps, plus que ce qui pourrait permettre une analyse spatiale, par exemple de comparer des sous-territoires et qui peuvent là être pertinents pour des politiques locales. Donc, on n'a pas d'ailleurs de possibilité en général de déclinaison fine locale de ces indicateurs, ils ne sont pas construits pour. Donc, moi, il ne m'a jamais semblé pertinent d'imposer le cadre national au niveau local. Je pense qu'il faut que les deux s'inspirent. En tout cas, au travers de l'échange qu'on vient d'avoir, moi, ce que je trouve il me semble que la convergence qu'on devrait construire, c'est justement au travers du donut. Parce que par contre, cette logique-là, elle est aussi pertinente au niveau local qu'au niveau national. Et il y aurait vraiment quelque chose de convergent à construire entre c'est quoi le plancher social et les limites planétaires au niveau national, et comme c'est aujourd'hui construit dans certains territoires. Cette réflexion n'existe pas pour l'instant au niveau national. Il faut être bien conscient de ça. Et je pense qu'on parlait des suites qu'on pouvait donner au début de ce webinaire, et je pense que c'est une des suites qu'on peut donner, c'est engager une réflexion dans une nouvelle étape autour de ce concept du donut qui mériterait d'être partagé au sein d'une Assemblée nationale qui, pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, est assez 20e siècle et n'a pas entièrement conscience de la nécessité de changer de lunettes. Voilà.
J'abonde totalement avec cette direction-là, au sens où, je pense qu'il y a 2 niveaux à distinguer. C'est là où des fois on a tendance à ramener l'un sur l'autre alors que c'est quand même 2 niveaux un peu distincts. On a finalement le référentiel, et c'est ce que fournit le Donuts, qui a une très, très bonne synthèse, on va dire, de 40 années de travaux dans le champ de l'ecological economics. Et on a les indicateurs dans lesquels vont s'incarner finalement les différentes dimensions du référentiel. Et on voit bien que s'il n'est pas forcément souhaitable ni possible d'avoir les mêmes indicateurs à différents niveaux, par contre, on voit bien que entre finalement l'indicateur bien-être soutenable territorialisé de Grenoble et les dimensions des Bhoutanais, on a des dimensions qui sont très communes, comme on a des dimensions très communes avec finalement le Donuts, qui fait qu'aujourd'hui, on est par exemple dans une opération aussi de réemboîtement de cet IBEST dans le Donuts, parce que finalement, IBEST permet beaucoup mieux d'appréhender des aspects de soutenabilité sociale, mais le Donuts permet d'élargir par exemple la prise en compte des limites planétaires. Moi, je crois beaucoup que ça pourrait effectivement être un référentiel commun qui pourrait se diffuser à la fois dans les territoires à différents niveaux. On voit aujourd'hui déjà que ça se diffuse de manière, et ça c'est assez nouveau, pluriorganisationnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement les acteurs du champ de la politique publique qui s'en saisissent, mais on est des acteurs du champ privé à travers, par exemple, les conventions des entreprises pour le climat, ou je pense ici aussi à tout un travail qui est en cours au niveau de Bruxelles, qui se disent bah, ce référentiel, il fait du sens pour nous aussi. Et donc là, on voit bien qu'on a une capacité de parler collectivement de finalités communes à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle des territoires et bien évidemment aussi à l'échelle nationale et internationale. Donc, on voit bien que c'est pour ça que je disais il y a une pluralité, c'est que chaque outil ne va pas forcément avoir l'apport au même endroit. On voit bien que le donut, ça pourrait être très bien notre cadre commun, quand d'autres outils vont être plutôt des outils qui vont bien permettre de saisir finement, par exemple, des enjeux très opérationnels. Je pense ici, par exemple, à l'indicateur de capacité relationnelle qui, pour éclairer les dimensions relationnelles, est un indicateur qui est beaucoup plus riche sur certains aspects que le donut, ce qui ne va pas forcément nous dire comment on peut aller prendre en compte cette dimension relationnelle. Donc, je pense aujourd'hui que justement, il ne s'agit pas de penser une concurrence entre tout ce qui a été développé, mais de se dire, on a énormément de choses entre l'indicateur de santé sociale, l'indicateur de capacité relationnelle, l'indicateur de bien-être soutenable, le Donuts, etc. Et quand on regarde finalement l'ensemble de ce qui existe, on se rend compte que ça vient alimenter des besoins qui sont complémentaires et qu'en quelque sorte, il faudrait réencastrer ces outils-là entre eux. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on n'a pas, d'autres questions. Alors, je vais me permettre de poser une dernière question s'il n'y en a pas de nouvelles. Quel est le lien alors bon, je pense que vous l'avez tout abordé d'une certaine manière, mais comment dire quel lien on peut faire entre les indicateurs et un besoin entre guillemets de planification un peu précise? Parce que bon, dans votre article dans la revue Projet, Fiona Ottaviani, vous disiez convenir avant de mesurer. Moi, j'ai en tête aussi une citation du philosophe John Dewey qui dit préméditer et planifier avant de prévoir ou de prédire. Et, donc, voilà, c'est comment, en fait, quel sens auraient des indicateurs si, entre guillemets, on ne prévoit pas de planifier aussi certaines actions? Et donc, comment il est fait ce lien dans les différents niveaux? Et je pense notamment au niveau national, là où il n'y a pas de planification explicite des politiques, des politiques publiques, notamment par le gouvernement. Alors, le besoin de planification, il commence à s'exprimer de plus en plus, même au niveau national, où vous avez raison, effectivement, ça a toujours été une logique annuelle, c'est même inscrit dans la façon dont sont conçus, par exemple, les budgets, c'est forcément une annualité. Mais
ce besoin j'allais dire de moyen terme, on ne peut pas encore parler de long terme, mais donc de penser à moyen terme, il s'exprime de plus en plus, notamment au travers des lois de programmation. Aujourd'hui, les lois de programmation pluriannuelles couvrent de mémoire à peu près 5 domaines, qui sont des domaines un peu prioritaires, la sécurité, la défense, la justice, la recherche. Et nous plaidons pour une loi de programmation des finances publiques climat, pour avoir justement une vision pluriannuelle des moyens et des objectifs. Et c'est là où ça rejoint votre question, c'est qu'il faudrait arriver à penser en même temps les objectifs et les moyens, ce qui n'est pas souvent le cas. On a parfois des lois d'objectifs et parfois des lois de moyens, mais finalement assez rarement les deux en même temps. Donc là, nous poussons dans ce sens-là pour effectivement se fixer. Alors, il y a une stratégie nationale bas carbone, par exemple, hein, quand même en matière climatique. Donc, il y a bien sûr des objectifs qui sont fixés, mais on n'a pas la loi de programmation des moyens qui va avec, malheureusement. Donc, c'est là où on essaye d'aller dans ce sens-là. Il y a comment ça s'appelle, un secrétariat général, je crois, à la planification auprès de la Première ministre. Malheureusement, là aussi, quand même, les moyens sont assez légers et au-delà de l'annonce, pour le coup, dont on partage complètement l'objectif, on ressent vraiment le besoin d'une planification beaucoup plus importante. Malheureusement, à ce stade, en tout cas pour l'instant, voilà, ça ne se traduit pas par une planification ambitieuse dans divers domaines qui pourraient, pour le coup, s'appuyer complètement sur des nouveaux indicateurs. Disons que voilà, on progresse quand même un petit peu dans le sens où comme le besoin de moyen terme se fait sentir de plus en plus et de plus en plus partagé, ça je pense que c'est important, mais on ne fait pas encore le lien avec des nouveaux indicateurs et des lois de programmation ambitieuses dans des domaines qui nous paraissent particulièrement importants, comme la transition écologique. Alors, peut-être compléter sur le niveau local. Sur le niveau local, il y a quand même une dimension prospective forte à ces démarches-là. Et l'enjeu, enfin un des enjeux, et d'ailleurs c'est aussi ce que Céline Whittaker soulignait par exemple dans son article de la revue Projet, c'est bien évidemment de se dire comment on sort d'une logique court-termiste. Donc il y a quand même vraiment une réinterrogation du temps long et du coup de comment on préserve un certain nombre de patrimoines, un certain nombre de ressources, même si le terme peut être discuté, sur les territoires. Alors je vois qu'il y a je pourrais aller un petit peu plus loin, mais je me dis que ce serait peut-être intéressant là-dessus aussi, si elle le souhaite, d'avoir l'éclairage complémentaire d'Hélène Clos, qui œuvre à l'échelle grenobloise justement sur cette intégration, et qui est directrice de la cellule d'innovation et prospective, parce qu'effectivement, on a quand même vraiment cette idée de comment on arrive à reconnecter les politiques publiques, mais comment aussi ça va nous permettre de mieux intégrer des enjeux de long terme dans la construction des politiques publiques, ce que je disais tout à l'heure sur le volet design. Voilà. Je ne sais pas si Hélène, tu souhaites compléter ou pas, mais éventuellement, mais il reste 2 minutes et on pourra aller plus loin. Mais effectivement, de plus en plus, nous, à l'échelle locale, on a ces systèmes qui combinent des outils de planification avec notamment toute la déclinaison des schémas directeurs, des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les plans. On est en pleine rédaction de notre plan local pour l'habitat, la LPLH, et effectivement, les collectivités territoriales, à la fois elles se projettent dans du moyen terme, effectivement on est sur du 5-6 ans, et d'ailleurs dans du moyen terme dans le temps, mais aussi dans du moyen terme, j'ai envie de dire presque dans l'espace, parce que la question de la coopération avec ce qu'on appelle nous les territoires voisins, mais c'est-à-dire l'Interland, tout ce qui est autour des métropoles, mais aussi avec les territoires voisines, que ce soit pour nous Lyon, Valence, Chambéry, enfin tout l'arc alpin, etc., qui se joue. Et puis on est aussi dans des stratégies de
prospective à long terme, puisqu'on est, par exemple, en train de décliner des scénarios de neutralité carbone 2050, donc cette fameuse stratégie de neutralité carbone. On essaye de la territorialiser et pour ce faire, on s'est appuyé sur les scénarios proposés par l'ADEME de neutralité carbone, les 4 scénarios qui permettent de distinguer différentes options pour s'acheminer vers la neutralité carbone. Alors après, d'un point de vue outillage, on voit bien que des scénarios de neutralité carbone, ils s'appuient sur des outils de modélisation, c'est-à-dire je regarde si j'isole tant de logements, si je passe tant de voitures à l'électrique, si je transforme ma production énergétique en m'appuyant sur du renouvelable, etc. Qu'est-ce que je gagne à chaque fois d'un point de vue émissions gaz à effet de serre? C'est très centré gaz à effet de serre et ça pose toute la question de comment est-ce qu'on intègre mieux les questions à la fois des autres limites planétaires et notamment la question de la biodiversité, mais aussi les questions sociales. Et on voit bien que voilà, on a à la fois besoin d'approfondir, de creuser cette question de la neutralité carbone, parce qu'elle nous est revenue en boomerang très fort avec la crise énergétique de l'automne, mais aussi de continuer à penser en système. Donc, tout notre challenge à nous en travaillant avec des élus locaux, c'est de leur donner les outils les plus appropriables possibles pour qu'au moment où ils doivent décider, ils puissent s'appuyer sur ces projections, sur ces outils. Merci beaucoup. Je vais peut-être encore passer la parole à Sylvie Bucari si vous voulez dire quelque chose, et puis ensuite on conclura. Donc chacune d'entre vous pourra aussi dire quelque chose en conclusion si vous le souhaitez. Et puis voilà. Merci, merci Noé. Je vais reprendre ce que, de manière différente, mais finalement convergente, on a pu exprimer toutes les trois, c'est que, au fond, à travers ces indicateurs alternatifs, on recherche à la fois un changement systémique, à la fois social et écologique, un outil de pilotage des politiques publiques, un outil d'évaluation de celle-ci. Et donc, pour ce faire, il nous faut à la fois ce référentiel commun, et on voit que c'est un grand défi que de le formaliser au plan international, et c'est une nécessité. Et vous l'avez largement exprimé, Fiona et Eva. Et puis, en même temps, le principe de réalité, c'est-à-dire qu'en fonction de la diversité des particularités des territoires, la possibilité de recourir à différents types d'indicateurs peut-être plus spécialisés dans tel ou tel champ d'action. Et au fond, le défi, ça va être en permanence d'articuler ces... je ne dirais pas des antagonismes, mais ces ambivalences entre ce qu'avait rappelé d'ailleurs Fiona, entre humain et nature, entre une échelle collective et une échelle individuelle, entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Et on pourrait évidemment continuer l'énumération ainsi. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Peut-être, on n'en a pas beaucoup parlé, on l'a juste évoqué, 2 enceintes qui étaient l'ONU et l'OCDE. On pourrait élargir, car aujourd'hui, peut-être pour nous, à l'échelle de la France, s'intéresser à la dimension européenne. Et là, je pense qu'il y a un défi. Je pense aux prochaines échéances, évidemment, des élections européennes. Et là, je lance l'appel aux politiques. Est-ce qu'il n'y a pas un travail réglementaire européen à faire en la matière ? Merci beaucoup. Alors, est-ce que Eva Sass ou Fiona Ottaviani, vous voulez conclure par un petit mot? Moi, je voulais d'abord vous remercier de l'organisation du webinaire. C'était vraiment, je pense, important pour qu'on puisse progresser ensemble sur la suite aussi. Et je retiens vraiment la convergence, plus que les divergences,
sur ce qui me paraît, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce qui me paraît vraiment central, la théorie du donut comme rassemblant toutes ces initiatives et la nécessité de faire pénétrer cette réflexion. Pour ma part, hein, chacun se donne des objectifs au niveau de l'Assemblée nationale pour rassembler en fait en quelque sorte tous ces objectifs qu'on a évoqués, à la fois les objectifs environnementaux et la question sociale qui est absolument prégnante en ce moment. Et je trouve que l'intérêt justement de cette théorie et du panel d'indicateurs qui va avec, c'est de tenir la cohérence de ces objectifs qu'on oppose malgré tout finalement assez souvent, quoi. Quand on fait, je parlais tout à l'heure du bouclier tarifaire, quand on fait le bouclier tarifaire, on abandonne tout à coup complètement l'objectif environnemental pour se consacrer à l'objectif social, j'allais dire sous prétexte de l'urgence. C'est-à-dire bien sûr qu'il y avait une urgence et bien sûr qu'il fallait avoir des mesures d'urgence. Si on avait une réflexion globale à l'aide de ces indicateurs justement qui tiennent les dimensions sociales et environnementales ensemble, eh bien, on aurait sans doute fait un bouclier tarifaire différent. Par exemple, avec une progressivité qui aurait découragé la surconsommation d'énergie fossile et au contraire permis à ceux qui en avaient le plus besoin d'avoir accès à l'énergie, mais sur les premières tranches de façon beaucoup moins chère, enfin beaucoup plus accessible. Donc, ça enclenche des réflexions différentes quand on utilise ces indicateurs et ça permet justement de ne pas opposer les différents objectifs. Donc moi, je me donne un peu comme feuille de route pour la suite de réactiver au niveau national, en se nourrissant des expériences locales, ces nouveaux indicateurs de richesse et en particulier au travers de la théorie du donut. Merci, Fiona Montalienne. Merci, je rejoins tout à fait la nécessité de ce déploiement, on va dire, du donut. Ça rejoint, juste peut-être signaler qu'à la suite du Forum international pour le bien vivre, en tout cas le dernier, et du coup en lien aussi avec ce centre ressources Cap Bien Vivre, on avait collectivement rédigé un manifeste qui a déjà été signé par plus d'une centaine de personnes et qui me semble en fait extrêmement aligné avec tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, tout ce qui a pu être partagé, que ce soit sur la nécessité et l'importance justement de réarticuler les enjeux socio-environnementaux, que ce soit sur la nécessité d'être sur des démarches collectives, des démarches d'articulation des niveaux. Donc, j'invite aussi les personnes présentes à pouvoir consulter ce manifeste qui est présent sur ce cadre bien vivre et qui me semble finalement… il me semble qu'on l'a posé l'année dernière, mais qui va encore effectivement dans la bonne direction. Et en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment qu'on arrive à déployer finalement les intentions qu'on avait pu poser collectivement dans ce manifeste. Merci beaucoup à toutes les trois et puis aux personnes qui sont venues suivre cette discussion. Donc, voilà, un besoin de transversalité et de cohérence entre les différents aspects et puis les domaines associatifs, recherche, politique et bien d'autres. On va clore cette discussion maintenant, désormais. Et puis, eh bien, vous pouvez donc retrouver des ressources donc sur le site Cap Bien Vivre, également donc avec la revue Projet. Et un grand merci à tous. Et puis je vois que Timothée a des problèmes de micro, donc je me permets de vous remercier également en son nom. Alors voilà, et le lien du site Cap Bien Vivre a été envoyé dans la discussion. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour votre présence et pour l'organisation. Merci, bonne Au revoir. journée.
Bonne Au journée. revoir. Bonne journée. Au revoir.